Aujourd'hui, on va parler d'une histoire très tragique. Après avoir pleuré, essuyé mes larmes, j'ai décidé de venir en parler avec vous. Je demande à toute âme sensible de se retenir, mais c'est une histoire qui est très riche en enseignements. Ça pourrait édifier bon nombre d'entre nous. Bienvenue dans Thérapie Noire. C'est l'histoire de Rebecca, une jeune fille qui est née en Afrique. Elle était issue d'une famille extrêmement pauvre. Sa maman avait fait des enfants avec plusieurs papas. Elle en avait 6 ou 8. Et devant une telle difficulté, une telle précarité, sa famille a décidé de l'envoyer chez sa tante qui avait épousé un homme fortuné. Et c'était sa tante qui était le pilier de la famille, petite sœur de sa maman, pour préciser. Elle s'occupait des problèmes de la famille en général. Elle envoyait de l'argent, elle payait parfois de la scolarité. Vu qu'elle avait des enfants à bas âge, elle aurait aimé qu'une sœur, une cousine, une nièce viennent la seconder plutôt que de prendre une domestique. C'était le cas de Rebecca qui arrive chez sa tante à 12 ans, 13 ans sonnés. On l'inscrit à l'école, elle s'occupe en même temps aussi de ses petits frères, pendant que la maman et le papa de la maison étaient également au travail. Vous savez, ce sont des choses qui se font en Afrique, du moins ce qui se faisait en Afrique avant. Quand un de nos frères ou sœurs a beaucoup d'enfants et qu'il y a une personne qui a la possibilité d'en prendre et de scolariser cet enfant, ça se faisait, c'était une forme de solidarité. Ça soutenait la maman qui venait d'avoir des enfants aussi à alléger sa tâche ménagère et à dépenser moins dans les soins comme prendre une domestique en général. Donc, du coup, c'était ce genre d'entraide qui se faisait normalement en Afrique. Aujourd'hui, ça se fait de moins en moins, mais ça se fait toujours. Dès son arrivée, le mari de sa tante a commencé à abuser d'elle. Au départ, elle a supporté parce qu'il y a des menaces qui s'en suivent. Ce fut difficile pour elle de subir cela. Elle a subi pendant un moment, elle avait 13 ans, 14 ans, jusqu'à 15 ans. C'était le cas. Pour finir, n'en pouvant plus, elle s'est confiée à sa maman, qui a également parlé à sa grand-mère. Mais ils ont décidé de taire le secret, de le faire d'un secret familial. La petite a toujours insisté, mais la famille, devant les présents que le monsieur offrait à la famille, n'ont pas voulu la protéger de cet agresseur. Et c'est ainsi que le temps passé, elle ne faisait que s'enfoncer émotionnellement, psychologiquement. Et quelque part, la famille ne voyait pas cette difficulté comme étant une impossibilité à supporter. Il faut rappeler qu'en Afrique, on ne donne pas une grande importance à la souffrance mentale. Ces souffrances sont généralement banalisées parce qu'elles ne relèvent pas d'une douleur imminente. On ne voit pas un pied cassé, tu ne te plains pas que j'ai mal à la tête, j'ai mal à l'œil, j'ai mal, peu importe. Tu exprimes un mal-être et en plus, on te voit dans une maison où tu as tous les jours à manger, tu dors dans un lit confortable et on prend cela pour un caprice. Donc, ça a été le cas de Rebecca pendant des années. La famille, ceux qui étaient au courant, ont essayé de cacher pour ne pas couper la manne qui leur tombait du ciel par ce prédateur. Et jusqu'au jour où Rebecca n'en pouvait plus, elle s'est donné la mort et elle a laissé une lettre où elle expliquait avoir parlé pendant longtemps et personne n'a voulu la protéger parce que sa vie n'impactait personne. Elle a également parlé de tout ce qui s'est passé et de voir que la mort était mieux que de continuer à vivre cela. Et c'est ainsi que cette affaire a éclaté dans la famille. On a vu que c'est depuis des années, on parle quand même de 5 ans à 6 ans d'abus, et presque toutes les semaines. Après la mort de Rebecca, curieusement, sa tante n'a pas voulu quitter son mari. Bien au contraire, elle a continué sa vie jusqu'au jour où le mari lui-même a abusé de ses propres filles. Et c'est ça qui a été la goutte d'eau qui a débordé le vase. Et il le faisait depuis la mort de Rebecca. Donc, il a substitué les enfants. Quand elle a essayé de le confronter, c'est devenu des problèmes, des menaces. Et c'est pour cette raison qu'elle s'est séparée de cet homme. Le cas de Rebecca a été très triste, vraiment. La pauvre, je l'ai imaginée en train de souffrir, vivre un épisode de stress post-traumatique, de ne pas se sentir protégée par des siens, de perdre à un niveau la cohérence. Que s'est-il passé pour Rebecca pour arriver à une telle situation radicale, décider de sauter la vie? Cela nous renvoie à ce que nous avons déjà préalablement parlé sur cette chaîne à travers l'épisode sur la sécrétion de cortisol, l'état d'alerte. Pendant 6 ans, elle s'est retrouvée en état d'alerte avec une peur bleue au ventre tous les jours et cela a facilité la production du cortisol. Et le cortisol qui remonte dans le cerveau, il endommage les connecteurs logiques, que ce soit dans l'amygdale, que ce soit dans le cortex préfrontal. Je pense que dans les épisodes précédents, nous avons clairement expliqué comment cela fonctionne. Et la prise de décision devient irrationnelle. Et on arrive à une certaine peur, une certaine conclusion
qui n'est pas forcément logique, parce que je dis cela au cas où quelqu'un se retrouverait dans cette situation et qui pense à prendre le chemin de Rebecca. Je voudrais par cette vidéo déjà dire qu'il y a d'autres solutions qui sont possibles. De ne pas se laisser partir, c'est laisser le bourreau gagner. Donc, même si on est en situation de stress post-traumatique, que je pense que c'était le cas de Rebecca au moment de sa mort, elle aurait pu peut-être partir de la maison et savoir que l'extérieur peut-être pourrait mieux la protéger que l'intérieur. Même si c'était dans un contexte très africain, avec des moyens financiers limités. Donc, un départ devait être un peu plus compliqué, mais ce n'était pas impossible. Ou alors parler à l'extérieur plutôt que de parler à l'intérieur. Donc, parler aux gens autour de soi, ne pas avoir honte. Et aussi, nous qui se retrouvons dans une telle situation à écouter des personnes qui sont victimes de tels actes barbares, éviter de juger des gens plutôt que de penser que la victime est salie, mais voir que c'était qu'une victime, c'était qu'un enfant et qu'elle n'a rien fait et que rien n'explique même le fait que quelqu'un abuse d'une autre personne. La personne reste la victime, peu importe son âge. Et dans le cas d'espèce, un enfant, c'est encore pire parce que c'est quelqu'un qui est sans défense, qui faisait confiance entièrement à sa famille au point où de laisser le voisinage pour aller en parler à une famille qui reste de marbre devant sa souffrance. Ça laisse quand même aussi en évidence un grand amour que cette petite fille, je dirais, portait pour sa famille. Malheureusement, la famille était plus portée et intéressée par des dons et des cadeaux qu'ils pouvaient recevoir de cet individu. Et ils ont préféré mettre sur l'autel de sacrifice leur propre fille. Donc, si toi, tu te retrouves dans une situation pareille, ou alors si tu connais quelqu'un qui traverse une telle situation, la première chose à faire, c'est déjà de reconnaître que la souffrance n'est pas banalisée. Une agression d'une telle ampleur ne peut être banalisée, peu importe l'âge. Et ce n'est pas la faute de la victime. Il faut mettre ces points en avant quand on échange avec des personnes qui ont été victimes d'une telle atrocité. Reconnaître la souffrance d'une personne en général, ça décharge émotionnellement, comme nous ne pouvons pas imaginer la personne en souffrance. Peu importe, même quand on a un problème et que quelqu'un te dit « Je reconnais que ce que tu traverses est difficile ». Vous-même, vous sentez que votre poids a diminué d'ampleur. Vous commencez à avoir un regard nouveau sur ce que vous étiez en train de traverser. C'est pour ça que les traitements en psychologie sont beaucoup plus poussés par la parole que par les médicaments. C'est pour dire que la parole libère, peu importe la situation que vous vous retrouvez, pas seulement un événement aussi dramatisant que celui-ci. Vous pouvez également parler autour de vous si la famille ne vous prête pas oreille. Peut-être autour de vous, il y aurait des personnes de bonne moralité qui pourraient vous soutenir et qui pourraient vous aider. Ou au pire des cas, si vous n'avez personne, Thérapie Noire ouvre ses bras et serait fière d'écouter ce que vous avez à dire et de vous aider, de vous soutenir, du moins ce qui peut se faire pour vous permettre d'avancer et de ne pas tomber en chemin, de ne pas vous laisser partir, comme ça a été le cas de Rebecca. Si tu as aimé cette capsule, je te demande, s'il te plaît, de t'abonner, de partager autour de toi pour édifier ta communauté. Et également, si tu as une histoire, peu importe le sujet que tu aimerais que l'on en parle, n'hésite pas à me l'envoyer par email à therapienoire@gmail.com. Je te remercie de m'avoir écouté. Prends soin de toi et de ta famille. Merci.